Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester une autre façon de vous faire découvrir le métier de maçon. Donc vous pouvez bien entendu mettre en pause le temps de chaque question pour bien réfléchir. Chaque réponse sera dans tous les cas expliquée au fur et à mesure. Cette vidéo est en partenariat avec FlexiSpot qui m'a permis d'améliorer mon bureau personnel en m'envoyant une super table de travail ergonomique. Bon, rassurez-vous, je vous en parle en fin de vidéo. Quel est le nom de cet outil? Réponse A, une truelle. B, une solive. C, une Félix. D, une langue de chat. Réponse D, une langue de chat. C'est une truelle indispensable pour tous les travaux de finition en maçonnerie. Son manche court et sa petite lame vous permettront d'ajuster avec précision les mortiers d'enduit, notamment dans les angles. À volume égal, classez ces matériaux du plus léger au plus lourd. Réponse A, le béton. B, la chaux. C, le ciment. D, le sable. La réponse était BCDA. C'est bien important pour moi de vous faire comprendre la notion de masse volumique. Car dans le bâtiment, plus le matériau est dense et compact, sans lacune d'air, plus le volume occupé sera lourd. On parle alors de masse volumique, et pour nous, l'unité la plus utilisée, c'est la tonne, en mètres cubes. Et la valeur étalon, c'est l'eau. 1 mètre cube d'eau représente 1000 litres. En moins de 10 secondes, calculez de tête la quantité de béton à commander pour une dalle rectangulaire de longueur 12 mètres, largeur 4 mètres et épaisseur 15 cm. Réponse A, 0,12 m3, B, 4,2 m3, C, 7,2 m3 et D, 15,3 m3. La réponse c'est C, 7,2 m3. Bon là j'avoue franchement, faut donner une réponse en si peu de temps, ça peut sembler juste, mais bon, croyez-moi dans la réalité, il faut pas sortir la calculette. En 10 secondes c'est réglé, je vous explique comment je fais ce calcul rapidement. Donc pour calculer un volume de béton c'est scolaire, on fait longueur fois largeur et on multiplie le tout par la hauteur. Donc dans cet exemple, j'aurais fait le calcul suivant. 12 x 4 égale 48 égale la surface en mètres carrés. Puis je calcule toujours pour 10 cm d'épaisseur de béton, soit 0,1 m d'épaisseur de béton en plus, ce qui me donne provisoirement 48 fois 0,1 m est égal à 4,8 m3. Donc déjà on sait que la commande sera minimum de 4,8 m3 de béton, mais comme il faut 0,15 m d'épaisseur, il me manque juste 0,05 m d'épaisseur sur cette surface de 48 m². Donc ça veut dire 2 fois moins que pour 10 cm d'épaisseur. Ça me donne donc 4,8 m3 divisé par 2 égale 2,4 m3. J'additionne le tout, 4,8 plus 2,4 est égal à 7,2 m3. Quel est cet outil? Réponse A, une taloche. B, une gamate. C, une chignole. Ou D, un gamate. Réponse B, la gamate. La gamate, qu'on appelle également une auge, elle permet de vider les seaux de mortier pour faciliter la prise en main, truelle ou pelle, par le maçon. Un béton armé désigne un béton à prise très rapide.
Vrai ou faux? Et c'est totalement faux. Le terme béton armé signifie que votre mélange à béton plus liant est associé à des barres, le plus souvent en acier, ce qui va renforcer considérablement sa résistance à l'effort en traction, car le béton résiste naturellement à la compression. Écoutez attentivement. Quels bruits correspondent à un mur porteur? Réponse A et D. Ça correspond à un mur en parpaing et à un mur en brique. Le son mat sans vibration est très facile à associer avec des murs massifs, lourds, donc porteurs. Mais alors attention, ces bruits ne sont vraiment que des indices qui permettent de mieux comprendre les risques quand on se lance dans la démolition d'un mur. Mur porteur signifie vulgairement que la structure a une fonction non pas décorative, mais structurelle. Et souvent les gens pensent à tort qu'une cloison placo n'est pas porteuse. Et c'est une erreur car il faut toujours vérifier si des malfaçons n'ont pas été commises, le cas classique étant de voir des plafonds portés par les murs de cloison. Pour enduire de la pierre, je peux utiliser du ciment. Vrai ou faux? Réponse A, c'est vrai. On peut tout à fait utiliser du ciment dans notre mortier. Il faut juste l'associer avec une majorité de chaux. Le plus souvent, ce sont des pierres froides ou tendres. Et en fonction de la nature de votre mur en pierre, on met plus ou moins de ciment. Le mortier est donc souvent pauvre en ciment et riche en chaux et permet de préserver les qualités de respiration naturelle de vos pierres. Quel mélange est un béton? Réponse A, sable plus ciment. Réponse B, sable plus gravier plus ciment. Réponse C, gravier plus goudron. Réponse D, terre plus gravier plus sable. La réponse est... il n'y en a pas qu'une. Il y en a trois en fait. Les bonnes réponses sont B, C et D. Donc à l'exception de la réponse A, qui désigne un mélange classique pour ce qu'on appelle un mortier, du sable avec un liant, toutes les autres réponses sont exactes. Et beaucoup de personnes en fait croient que le terme béton ne concerne que les assemblages à base de sable, gravier et ciment. Et c'est une erreur. On peut donc trouver des bétons de ciment, mais également des bétons bitumineux, des bétons argileux ou des bétons de chaux. Où se trouve le rejingot? Choix A, B, C ou D. La réponse est C. Le rejingot, c'est la partie maçonnée qui permet d'asseoir une menuiserie, une porte ou une fenêtre, et sa réalisation, elle facilite et garantit la pose, mais également l'étanchéité aux infiltrations d'eau.
Ceci est une question bonus. Conjuguez correctement le verbe. Les abonnés ont posé des questions. La réponse était C. Poser, P-O-S-E. C'est pas parce qu'on est maçon qu'on n'est pas en droit de respecter sa langue française. Donc n'oubliez pas cette règle. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet lorsque l'auxiliaire être est utilisé, sauf, évidemment, c'est la langue française, avec le verbe avoir. Idéalement, un enduit traditionnel de mur se fait en combien de couches? A. En 2 couches. B. En 3 couches. C. En une seule couche. Ou D. En 4 couches. La réponse est B. J'ai bien précisé idéalement, on est d'accord. Hein. Vous avez forcément entendu parler de ces enduits monocouches, et comme son nom l'indique, il n'y a qu'une couche. Je vais pas critiquer la qualité de cette technique, car bien réalisée, elle a largement fait ses preuves. J'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Mais bon, idéalement 2 couches d'enduit sur un mur en parpaing ou en brique reste pour moi un minimum à respecter, pour éviter des désordres esthétiques, voire des cloquages d'enduit. Mais la bonne réponse est que traditionnellement, n'importe quel maçon vous dira qu'il faut respecter 3 couches d'enduit. C'est comme ça qu'on nous l'a appris au CAP. Donc la première couche, c'est tout simplement ce qu'on appelle le gobetis, la couche accrochage. La deuxième couche étant le corps d'enduit, ou le renformis. Et la troisième couche, c'est tout simplement la couche de finition. Qu'est-ce qu'un hérisson? Réponse A, un râteau denté. B, une machine de projection. C, une épaisseur de cailloux. D, un maçon qui fait 9,58 au 100 mètres. Réponse C, une épaisseur de cailloux. Le hérisson, qu'on appelle souvent hérissonnage de pierre, est utilisé sur un sol décapé et compacté pour niveler un sol. On l'assimile parfaitement à une fondation, car il vous permet d'économiser des matières coûteuses, comme le béton par exemple, et évite d'alourdir inutilement votre bâtiment pour relever vos niveaux. Que signifie RC décennale? Réponse A, responsabilité chantier. B, risque civil. C, raquette conspirée. D, responsabilité civile. La réponse est D, la responsabilité civile. Un professionnel a l'obligation d'y souscrire auprès de son assureur. Il doit l'intégrer dans ses devis. Ce document est la garantie qu'offre un professionnel à ses clients de travailler sereinement s'il y a malfaçon ou accident pendant et après travaux. Vérifiez toujours que cela apparaît sur le devis. Assurez-vous aussi que ce soit une vraie agence d'assurance. Je dois refaire le sol de ma cour intérieure de 100 mètres carrés en partant de mon niveau 0, c'est-à-dire du niveau de mon futur sol fini. Je trouve entre mon sol actuel et mon niveau 0 une différence de hauteur de 25,6 cm. Sachant que je souhaite y poser un carrelage de 8 mm d'épaisseur, mais que le sol n'est pas prévu pour recevoir des voitures. Quelle sera donc l'épaisseur de ma dalle en béton armé? Réponse A, 32,2 cm. Réponse B, 21 cm. Réponse C, 12 cm.
Réponse D, 6,8 cm. La réponse est C, 12 cm d'épaisseur. Alors, vous vous doutez bien quand même que je n'allais pas finir sur une question trop simple. Et pourtant, elle est terriblement évidente pour un maçon. Je vous explique. Déjà, vous pouvez vous sortir de l'idée tout le côté baratin mathématique de ma question. D'après l'énoncé, on est face à une situation des plus classiques. On est dans un sol de cour intérieure, il n'y a pas de voiture qui va rouler dessus. On veut du carrelage. Pour recevoir du carrelage, il faut tout simplement réaliser une chape de 4 ou de 7 cm d'épaisseur de mortier. Sous cette épaisseur de chape, il y aura notre dalle en béton qui est comprise entre 8 et 15 cm. Ça peut dépendre, ça peut varier, mais c'est un grand classique. Et ensuite, pour récupérer les épaisseurs manquantes pour atteindre les 26 cm et demi, ce sera ce qu'on appelle le hérisson de pierre, pour relever les niveaux manquants. Le béton est un des budgets les plus importants dans des aménagements de maison. Dès qu'on peut économiser des volumes de béton, il faut le faire. La vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura été utile. Il est facile de s'improviser maçon en regardant les vidéos sur internet ou dans les livres. Mais comme dans tous les métiers, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé de baratin pour justifier ses compétences. Mais la réalité de notre métier de maçon, et sa grande particularité, c'est l'apprentissage permanent, que nous ayons 12 ou 80 piges. On a beau avoir des années d'expérience, on fait encore des erreurs, et il est impossible de ne pas en faire. Concernant les scores, j'apprécierais que vous m'indiquiez votre résultat. C'est toujours plus sympa de découvrir le résultat des autres, mais tout ce qui compte pour moi, c'est que vous ayez surtout pris plaisir à découvrir mon univers de maçon. Adi chats. Donc cette table m'a été envoyée par Flexispot. Il s'agit de l'un de leurs meilleurs bureaux réglables en hauteur, le EG1, je vous mets le lien en description. Vous pouvez choisir les dimensions du cadre, des pieds et la taille du plateau de table, 120 cm par 60 ou 140 cm par 70. On peut également choisir la couleur du plateau de la table, noir, blanc, acajou, érable, graphite ou marbre. Ce type de bureau, ça se contrôle avec 2 interrupteurs pour monter ou descendre selon l'utilisation. Et moi, quand je fais mes tris de papier administratif ou des plans, c'est beaucoup plus agréable pour mon dos de choisir entre position assise ou debout. C'est un bureau qui coûte cher, mais c'est vraiment indispensable si vous faites de longues heures de bureau, vous verrez. C'est surtout fait pour ça, c'est pour vous éviter tous les TMS. Et je fais extrêmement attention à mon dos dans mon job, vous le savez, et c'était vraiment un plaisir que je vous fasse découvrir que des solutions existent pour nous préserver la santé. Je touche rien en vous disant cela, on m'a simplement fait cadeau du bureau et il me convient parfaitement. Donc je vous laisse le lien de leur site en description. Si c'était de la daube, je vous aurais pas dit qu'il me convenait parfaitement. Voilà,